Les autorités guinéennes et la communauté internationale appelaient mercredi au calme. C'était après des violences meurtrières à la suite des élections locales. Au Nigeria, Abubakar Shekau s'est dit déterminé dans une vidéo qu'il a rendue publique mardi à poursuivre le combat alors que les militaires nigérians avaient assuré que le mouvement djihadiste avait été vaincu. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a annoncé la libération mercredi de plus de 300 enfants soldats dans le sud du pays. Cette région est ravagée par une guerre civile depuis décembre 2013. La libération de ces 311 enfants est la première phase d'un programme qui doit au total permettre la démobilisation de 700 enfants soldats dans la région de Yombio, dont 563 issus d'un ancien groupe rebelle du sud du pays, récemment intégré aux forces fidèles au président Salva Kiir dans le cadre d'un accord avec le gouvernement. Les 137 enfants soldats restants sont, eux, issus du principal groupe rebelle sud-soudanais, celui de l'ancien vice-président Riek Machar. Les enfants ne devraient pas porter des fusils et s'entretuer, ils devraient jouer, apprendre et s'amuser avec des amis tout en étant protégés et chéris par les adultes autour d'eux, a déclaré le chef de la MINUS, David Shearer, cité dans un communiqué. Shearer a indiqué que 87 des 311 enfants libérés mercredi sont des filles qui ont probablement enduré des souffrances, dont des abus sexuels. Il est vital qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour rejoindre leur communauté et soient accueillies chez elles par leurs familles et leurs amis sans être stigmatisées. La MINUS, qui a collaboré avec l'UNICEF, des chefs religieux locaux et les autorités locales, notamment pour négocier la libération des enfants, a indiqué que le principal défi serait maintenant de s'assurer que ces jeunes puissent avoir accès à des formations, des emplois et un soutien financier et émotionnel adéquat. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile marquée par des atrocités à caractère ethnique et qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Hier soir, le président Jacob Zuma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République, a déclaré Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Les 2 hommes seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours de l'issue de ces échanges, a-t-il ajouté. Les discussions ont été constructives et ont posé les fondations d'une résolution rapide de la situation dans l'intérêt du pays, a ajouté le président de l'ANC et vice-président du pays. C'est une période difficile, a-t-il reconnu. Je suis conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'État est une source d'incertitude pour de nombreux Sud-Africains. Nous pourrons communiquer davantage sur la position du président Zuma en tant que chef de l'État une fois finalisés tous les points pertinents, a-t-il encore dit. Depuis l'élection en décembre de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, la pression monte au sein de la formation pour obtenir le départ de l'encombrant président Zuma, soupçonné de corruption dans de multiples affaires. Mais le parti, très divisé entre les pros et anti-Zuma, n'a toujours pas été en mesure de trancher le sujet. En cas de démission du chef de l'État, le vice-président assure son intérim. Une récente offensive pour déloger Boko Haram de son bastion dans la forêt de Sambisa dans l'état du Borno a échoué, a assuré Abubakar Shekau, promettant de poursuivre le combat contre les autorités nigérianes et l'éducation occidentale. La personne qui se réclame du nationalisme, nous la combattons. La personne qui prône de diffuser l'éducation occidentale, celle des mécréants, nous la combattons. Wanda yake jan sojoji a Maiduguri waye yake magana nan kana cewa ka zo ka gama da Saudiya wato Sambisa. Le chef militaire Maïdougouri s'est vanté d'avoir pris Sambisa parce que vous avez sauvé des femmes. Vous racontez des mensonges aux gens. Où sont les policières? Pourquoi ne les avez-vous pas sauvées si vous nous avez vaincus? Ce sont nos frères qui les détiennent dans la forêt de Sambisa.
Le gouvernement du Nigeria s'est proclamé à plusieurs reprises vainqueur de Boko Haram, qui signifie « l'éducation occidentale est interdite » en langue Hausa. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ainsi assuré en décembre 2015 que les djihadistes avaient été techniquement battus. Les capacités de Boko Haram se sont affaiblies depuis 2014 quand le mouvement djihadiste contrôlait des secteurs du nord-est du Nigeria. Mais il constitue toujours une menace. Des combattants de ce groupe se sont encore emparés dimanche dernier d'un village dans le nord-est, tuant 2 personnes. 6 autres personnes ont péri dans une attaque dans le nord du Cameroun. Nous ne pouvons pas dire que M. Sissoko a commis un crime. C'est la justice qui nous le prouvera. Nous sommes devant la loi et devant le droit. Et nous citons les instruments librement ratifiés par les États souverains. Ce n'est que ça qu'on a fait. Et si ces États ont ratifié ces instruments librement, cela veut dire qu'ils ont l'obligation de les respecter. Le nombre exact que nous avons en notre possession, et nous faisons la mise à jour, croyez-moi, tous les jours, on est à 1000 personnes arrêtées. Donc 125 sont à la prison centrale de Koundégué. 1000. Donc les 1000 sont éparpillés à la prison de Baminda, certains à Bafoussam, certains au CED, certains à la prison de Béa. On a aujourd'hui 1000 personnes, en tout cas à notre possession, qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise. Il faut que le gouvernement publie la liste exacte de tous ceux qui ont été arrêtés. Il y a 47 qui ont été extradés. Mais il y a tous les jours, n'est-ce pas, les pro-indépendantistes qu'on arrête dans les villages à Baminda. Vous n'avez pas ces noms, vous n'avez même pas la liste. Vous avez la liste parce que ceux-là sont venus, n'est-ce pas, du Nigeria. Vous avez juste la liste. On dit 47. Ce sont les premières élections depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé la Guinée pendant plus de 50 ans. Mais des violences s'en sont suivies. Lors de ces heurts, des cases et des maisons ont été incendiées et 5 nourrissons guinéens ont péri dans les flammes à Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye, dans le centre du pays. Par ailleurs, un étudiant de 23 ans, blessé par balle mardi dans la banlieue de Conakry, avec 2 autres personnes, a succombé à l'hôpital dans la nuit de mardi à mercredi. D'après le frère aîné du défunt, ils ont été atteints par une rafale alors qu'ils prenaient le thé avec des amis devant leur domicile. Lundi déjà, à Kindia, des violences ont fait un mort lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de comptage des voix de la ville. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a mardi soir affirmé qu'il n'était plus question de continuer à accepter les hold-up électoraux. La Commission électorale nationale indépendante, seule habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d'ici à la fin de la semaine. Les précédents scrutins en Guinée ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude. Le maire de la ville de Dakar a soutenu lors de l'audience de mercredi que l'État sénégalais a dès son origine toléré et même souhaité l'existence de fonds politiques échappant aux règles comptables habituelles au sein de la mairie. Gestionnaire de la ville depuis 2009 et en détention provisoire depuis mars 2017, l'homme âgé de 62 ans a déclaré qu'ainsi l'a voulu l'État. En effet, il doit répondre avec 7 de ses collaborateurs de dépenses de plus de 2 700 000 € prélevées, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar. Mais Khalifa Sall se retrouve dans de beaux draps, ses collaborateurs expliquant au tribunal depuis le début de la semaine avoir fabriqué et approuvé de fausses factures d'achat de riz et de mil afin de dégager des sommes dont disposait le maire pour ses dépenses politiques. Dissident du Parti socialiste, une formation appartenant à la majorité du président Macky Sall, le maire avait qualifié lundi son procès de politique. Mais les représentants de l'État assurent au contraire que c'est sa seule gestion municipale qui est en cause.
Nous appelons à la tenue d'un procès équitable pour John Tshibongu, a déclaré Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RD Congo, BCNUDH, suit ce cas, a-t-elle affirmé, en réponse à une question d'un journaliste. Le bureau n'a également pas eu accès à la demande d'extradition. Donc, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer si cette extradition s'est déroulée dans les règles ou non, dans la mesure où nous n'avons pas eu accès au dossier, a-t-elle ajouté. Colonel déserteur de l'armée congolaise, John Tshibongu a été extradé lundi vers la République démocratique du Congo depuis la Tanzanie après avoir menacé de chasser le président Joseph Kabila du pouvoir, selon le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Tambwe avait alors indiqué que Tshibongu, âgé de 48 ans, ferait l'objet d'un procès en bonne et due forme dans quelques semaines ou mois. Avant son extradition, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et les proches de Tshibongu déclaraient craindre pour son intégrité physique en cas d'extradition vers la République démocratique du Congo. Cette manifestation est en réponse aux autorités israéliennes qui ont commencé dimanche à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains en situation irrégulière. Le texte leur ordonne de partir d'ici à la fin du mois de mars sous peine d'être emprisonnés. Selon des organisations israéliennes d'aide aux migrants, ces derniers pourraient se rediriger vers le Rwanda ou l'Ouganda. Il semble que si je signe le document que les demandeurs d'asile doivent signer en Israël avant de prendre l'avion pour le Rwanda ou l'Ouganda, cela signifierait que je cherche de l'emploi, pas l'asile. Donc mes chances de demander l'asile au Rwanda sont également fermées ici en Israël. En 2016, à cause de la nouvelle loi, j'étais à la prison de Holot pendant 1 an. Au bout d'1 an, en 2017, je suis sorti. Puis, 1 an plus tard, ils veulent m'expulser au Rwanda ou en Ouganda. Ce n'est pas mon pays. Je ne veux pas y aller volontairement. Je suis érythréen. S'ils veulent m'y envoyer, ils peuvent m'envoyer en Érythrée par la force. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé début janvier la mise en place d'un plan de départ d'environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais. Le gouvernement leur propose de partir volontairement avec un pécule de 2 800 € d'ici à la fin mars, sous peine d'être arrêtés et détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le pays. L'Ouganda et le Rwanda ont été cités par des organisations israéliennes d'aide aux migrants, mais ces 2 pays ont démenti. La route a été longue. De nombreuses concessions ont été faites face aux réticences du SPD à s'allier à nouveau avec les conservateurs. Les sociaux-démocrates obtiennent plusieurs ministères clés, dont celui des Finances. C'est une très bonne journée pour notre pays. Il y a peu de doute que nous aurons bientôt un nouveau gouvernement fédéral. Nous avons un accord de coalition qui aura des conséquences positives pour de très nombreux citoyens. À présent, nous voulons tous prendre une douche car les négociations des dernières heures ont été longues et difficiles. Vous nous voyez très satisfaits. Cette nuit, nous avons dit qu'il fallait sortir de nos retranchements. Personne ne doit plus se terrer. Nous avons réussi et je pense qu'il était temps d'avoir la perspective d'un gouvernement en Allemagne et donc c'est une bonne matinée. L'ancien président du Parlement européen et dirigeant social-démocrate, Martin Schulz, devrait être appelé aux affaires étrangères. Une volte-face pour celui qui, fin 2017, proclamait encore qu'il ne participerait jamais à un gouvernement d'Angela Merkel. Pour entamer son nouveau mandat à 63 ans, la chancelière devra encore franchir un obstacle de taille avec un vote prévu sur le contrat de coalition des quelques 460 000 militants du SPD dont le résultat est attendu début mars.